Xavier Axalbert, bonjour. Bonjour. Moi, je suis content de vous avoir à ce micro parce que vous êtes quand même quelqu'un qui est connu, mais en même temps, vous n'aimez pas trop les journalistes. C'est vrai ou non? Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec les journalistes? Ce sera ma première question, ce n'était pas prévu. Bah écoutez, j'ai de bons rapports puisque je suis là devant vous. Donc, Oui, mais c'est compliqué de vous avoir quand même. J'ai l'impression que vous vous méfiez des journalistes. Non, je ne me méfie pas du tout des journalistes. Je pense qu'il faut aujourd'hui raison garder vis-à-vis des journalistes. Il y a une distorsion dans l'information et cette distorsion, elle est due à l'amplification qu'ont les médias. Et je pense que les journalistes essayent de faire leur travail autant que faire se peut. Après, ils peuvent avoir des contraintes, comme dans toute organisation, et la liberté d'expression est parfois affectée. Et c'est ce qui est ressenti. Et c'est ce qu'on a essayé d'éviter de faire dans France Soir. On en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Vous avez 56 ans aujourd'hui, vous avez un passé assez important. Vous avez été mathématicien, physicien, vous avez été de haut niveau, hein, ce qu'on m'a dit. Et je vais vous laisser parler, bien évidemment. J'ai cette question. Vous avez été un des premiers à comprendre, vous avez appliqué les mathématiques à l'économie. Expliquez-nous rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, vous avez été novateur dans ce sens-là. Je suis économétricien de formation, donc économiste statisticien. J'ai fait une partie de mes études à la Toulouse School of Economics, à Toulouse, sous un professeur qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelle Jean-Jacques Lafont, avec lequel on a travaillé à l'application des mathématiques à la théorie de l'information incomplète. Donc, théorie de l'information incomplète, ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît pas toute l'information et comment fait-on pour prendre une décision, la modéliser. Et ça s'applique énormément aujourd'hui à l'information qu'on avait, puisqu'on regarde dans l'information médicale, on apprend au fur et à mesure, chaque jour, quelque chose de nouveau et qui va affecter l'information. Alors cette formation que j'ai eue, ce training, j'ai appliqué dans le passé dans le conseil en stratégie, où on fait une hypothèse et puis on va chercher les faits, on valide ces faits avec des analyses et après on en déduit une conclusion. C'est une approche qui est journalistique de toute manière, puisqu'en fait on revient à la source, on va vérifier ces sources, on les valide, on les modélise. Et cette compétence d'économétricien, de modélisation, elle s'applique à l'épidémiologie, elle s'applique à beaucoup de choses qu'on peut voir dans les études, comme les analyses statistiques. Donc en tant que statisticien, quand j'ai regardé les diverses analyses qu'il y avait dans les études, je suis capable de lire. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui peuvent se dire qu'ils sont capables de lire et de comprendre et de descendre jusqu'à la quintessence de cette étude pour pouvoir la remettre en cause. On en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de France Soir. Pourquoi France Soir? Quel est votre but? Bah écoutez, d'abord, en fait, il y a deux questions, le pourquoi France Soir et quel est mon but. Donc, je vais essayer d'y répondre. Pourquoi France Soir? Eh bien, il y avait un besoin dans le marché au niveau de l'information. Et cette information, on voyait qu'il y avait une relation qui se détériorait entre le monde des médias et le monde des Français. Et c'est une marque historique qui veut dire quelque chose et qui a existé dans le paysage. Donc, relancer une marque comme France Soir a un intérêt pour des lecteurs qui étaient fidèles. Maintenant, il faut trouver son modèle. Je pense que l'objectif de cette société, c'était de trouver un modèle économique indépendant dans les médias. C'est-à-dire indépendant de toute aide de pouvoir public, indépendant économiquement, c'est-à-dire qui gagne de l'argent, parce que je pense que pour garantir l'autonomie, il faut que ce modèle gagne de l'argent, et ça permet de garantir l'indépendance de la ligne éditoriale. Mais qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il faut répondre à cette question, si vous le voulez bien, avec les 4 journalistes qui restaient dans le titre France Soir, qui ont été licenciés? Il y avait, comme ça arrive dans plein de rédactions, ici il y avait un désaccord sur la ligne stratégique qui s'est soldé par une situation de difficulté économique dans l'entreprise, et donc on a dû faire un licenciement économique. Aujourd'hui, donc France Soir, il y a une rédaction, ça se passe comment? Quelle est votre vision de la communication et quelle est votre vision du journalisme? Est-ce qu'il y a des journalistes, pas de journalistes? Qui est votre rédaction? C'est un petit peu opaque tout ça, hein, je suis désolé de vous le dire, mais on ne comprend pas trop comment ça marche. Donc qui écrit dans France Soir et qu'est-ce qu'on peut y lire et quelle est la liberté de parole? On va jusqu'où et pourquoi il n'y a pas de journalistes aujourd'hui dans votre rédaction? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de regrouper sous un même chapeau des tribunes d'opinion venant de citoyens éclairés, de personnes qui étaient éclairées, mais d'un très bon niveau. C'est quoi un citoyen éclairé, en 2 mots? Un citoyen éclairé, ça peut être un professeur de philosophie d'une grande chaire d'université, ça peut être un professeur de droit, ça peut être un docteur en mathématiques, ça peut être un docteur en médecine, ça peut être un grand professeur qui veut s'exprimer d'une autre manière. Et c'est ce qu'on a eu. En fait, ce sont des gens qui ont des compétences. En général, ce sont ceux que les journalistes vont interviewer. Donc les journalistes vont puiser la justification de beaucoup de choses chez ces personnes. Et ces personnes, quand on les laisse s'exprimer, elles savent s'exprimer. Alors, elles peuvent manquer d'une certaine rigueur, on va dire, de forme. Elles peuvent manquer d'une certaine rigueur d'objectivité. Et notre travail, c'est justement de les aider
à rendre ces articles, ces tribunes d'opinion, à essayer de les formater. Alors il y en a certains qui sont bien meilleurs que d'autres, et parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils écrivent dans d'autres journaux, ou dans d'autres médias. Donc ça, j'ai bien compris, on a un citoyen éclairé, comme vous dites, et de l'autre côté, des journalistes à part entière. Et qui travaillent ensemble. Et qui travaillent ensemble. Comme dans une vraie rédaction. Comme dans une rédaction. Pas de fantasme à avoir, François est un journal comme les autres, si ce n'est que vous ne voulez pas de subvention de l'État. Exactement. C'est un bon résumé. Pourquoi ça ? Eh bien parce que je considère aujourd'hui que la subvention de l'État, qui peut avoir des mérites dans certaines situations, dans le cadre de l'indépendance de la presse, de l'indépendance de l'information, ça peut avoir justement, ça peut être un problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que ça peut avoir un problème dans la perception des citoyens, la perception des lecteurs, qui se disent ils reçoivent de l'argent de l'État et en fin de compte, ils manquent d'indépendance. Je n'ai pas dit que c'était ça qui se passait, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Mais c'est une situation qui perdure depuis tellement longtemps dans l'esprit que quand vous avez l'AFP qui reçoit 120 millions de l'État, quand vous avez Libération qui reçoit énormément d'argent aussi de l'État, on peut se poser la question. Et je pense que c'est sain de se poser la question du modèle économique et de cette notion d'indépendance. L'indépendance, ça garantit aux journalistes de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. Et c'est d'ailleurs ce que les journalistes qui viennent travailler avec nous aujourd'hui, c'est pas moi qui suis allé les chercher, pour la plupart sont eux qui sont venus me chercher, parce qu'ils ont vu ce qu'on avait fait. Et on va dire que si jamais il y a un succès qu'on peut avoir, c'est effectivement cet élément-là. Alors, racontez-nous, comment vous retrouvez dans ce film, ça s'appelle Hold Up, qui a un vrai succès sur le net, avec des millions et des millions de vues, et pourquoi François en a fait la promotion ? Pourquoi j'ai accepté ? Parce que le message que j'ai voulu délivrer, c'était un message qu'il y avait le discours, le débat n'existait plus, et que le débat scientifique avait été clôturé. Les deux choses que j'ai dit dans ce film, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai raconté ce qui s'était passé pour l'étude du Lancet, comment on avait débunké cette étude. Voilà, en fin de compte, pourquoi je suis intervenu dans ce film. C'est parce que pour moi, c'était la liberté d'expression. Et avec le recul, vous vous dites quoi quand vous avez vu le film monter, au final ? Je me dis que le film, il aurait pu être traité de plein de manières différentes. Ça, c'est le choix du réalisateur. J'accepte, puisque j'accepte dans mon journal d'avoir des personnes qui viennent s'exprimer, qui sont de bords totalement différents. Et c'est, je pense, un deuxième succès qu'on a eu chez François, c'était de pouvoir faire côtoyer divers types de citoyens, de divers horizons politiques, de divers horizons religieux, de fraternités différentes, et qui, autour de ce concept, recherchent la vérité, et recherchent le travail pour la vérité. Vous regrettez d'avoir participé à Hold Up ? Non, je ne regrette pas participer à Hold Up, parce que ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert le débat. C'est votre cheval de bataille. Le débat, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, parce que ce qui se passe dans l'information, sans remettre en cause chacune des éléments, il y a eu une multiplicité d'erreurs, ou ce qu'on peut appeler des erreurs, qui, quand on revient à ce que j'ai fait comme étude, et on regarde la théorie d'information incomplète, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises, qui ont été mal interprétées par les gens. Donc il y a une erreur de la part de l'émetteur de l'information et une fausse interprétation. Et quand le doute s'installe, d'accord, le doute s'est installé dans les citoyens, il s'est installé. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a juste écouté ce doute. Et il y avait un grand pourcentage de la population qui exprimait ce doute-là. Oui, en fait, l'essence même de Hold Up, le succès de Hold Up, et on reparlera de Hold Up tout à l'heure, mais surtout de François, c'est que les citoyens se posent des questions, et à partir de là, on n'a pas de réponse, et on part dans toutes les théories. C'est ce que vous nous dites. Exactement, en fait. Et aujourd'hui, de poser une question, on devient complotiste. Oui, c'est la deuxième question, un petit peu. C'est un raccourci, on va dire, mais c'est le sens de ce qui nous a animés aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le mot complotiste, pour moi, demande une autre définition. Mais pour revenir à cette notion du doute, la notion du doute, elle n'arrive pas aujourd'hui, en fait, elle vient d'il y a très longtemps. On pourrait revenir sur la notion des élections, et à chaque fois, il y a un programme qui est mis en place, et on arrive à la fin d'un mandat. Et il y a toujours le doute qui s'installe parce que les mesures qui avaient été prises n'ont jamais été appliquées. Donc ce doute est quelque part systémique, il est installé dans le système. Là, ça s'accélère parce que dans un laps de temps très court, vous avez plein de décisions qui sont prises, puisqu'on est dans une notion nouvelle, dans un confinement, les gens ont du temps, donc ils ont recherché cette information et ils ont essayé de s'auto-informer.
et d'en parler autour d'eux. Donc le doute s'est installé. Et au fur et à mesure que les mauvaises décisions tombent, ou que des décisions qui paraissent contraires à l'intérêt collectif... Alors concrètement, c'est quoi les mauvaises décisions pour vous? Alors le doute, c'est quoi, pour être clair pour les téléspectateurs? Le doute, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le Covid, par exemple, le pangolin, pas le pangolin, c'est ça, enfin, le doute, le masque, c'est utile, pas utile. Concrètement, c'est quoi le doute? Le doute, c'est une information qui vous est donnée, qui n'est pas validée, ou l'autorité qui donne cette information n'est pas suffisamment informée ou fait une erreur. Donc le doute, d'abord, se transforme en perte de confiance, et la perte de confiance va petit à petit se transformer en information alternative. Et cette information alternative va alimenter toute forme de théorie, puisque la théorie que vous donnez à votre voisin ou celle que vous donnez à une autre personne peuvent être aussi crédibles. Donc le doute, du doute, on arrive au complotisme parce que les théories des uns deviennent équiprobables, c'est-à-dire que votre vérité est aussi importante que la mienne, puisque ni vous ni moi n'avons la possibilité de démontrer que c'est vrai. Donc on peut utiliser l'autorité des médias, c'est-à-dire la démultiplication des médias, ce que certains ont appelé la propagande, mais sans aller jusque-là, la démultiplication des messages, qui, pour moi, joue un rôle très nocif dans la création de l'information et alimente le doute. Voilà. Et donc ça alimente cette théorie alternative. Mais d'un côté, vous êtes proche de Trotta, vous êtes proche aussi du professeur Raoult aussi, donc on pourrait dire, si on va dans votre sens, pourquoi Raoult il a raison contre le reste du monde? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous? Qu'est-ce qui vous fait dire que la chloroquine, ça marche? Alors, j'ai pas écrit que la chloroquine, ça marche. La seule chose que l'on a fait, c'est on a fait des analyses. Et on s'est reposé toutes les questions. Là, vous avez deux questions. Il y a une question de la proximité des individus. Et la deuxième non, parce que vous pourriez douter de tout le monde. Non, mais on peut douter de tout le monde. En fait, en ce mais moment, vous doutez moins du professeur Raoult, d'après mes informations. Je ne peux pas dire que je doute moins du professeur Raoult. Je me pose la question de pourquoi n'a-t-on pas donné toutes ces chances à cette vérité, d'accord, et qu'on a donné une chance à une autre vérité qui s'appelle le remdesivir, et que, au bout du compte, le remdesivir s'avère être quasiment inutilisable, puisque l'OMS a donné une recommandation, je crois vers le 30 octobre ou début novembre, qu'il était inutile pour la Covid. Et on a l'impression, et je dis bien on a l'impression, que toutes les études qui ont été faites pour l'hydroxychloroquine, ou ce qu'on va appeler la bithérapie, parce que j'aime pas du tout parler de l'hydroxychloroquine, parce que n'étant pas médecin, ce que j'ai regardé, c'est le package, on va dire, la combinaison de diverses thérapies, qui est ce qui a été appliqué dans plein d'autres pays. Et ça, c'est un deuxième problème. C'est qu'on n'est pas allé chercher l'information de ce qui se passait ailleurs. Et donc, naturellement, ayant cette culture du doute, mais cette culture du doute scientifique, c'est pas une culture du doute parce que j'ai envie de douter. Je préférais ne pas avoir à douter. Je préférais que quelqu'un me donne la certitude que cette information, elle est correcte et elle est sourcée. Mais cette culture de doute qui me vient de mon passé de statisticien, c'est je me pose toujours la question de et l'hypothèse adverse, est-ce qu'elle est crédible ou pas? Et donc dans cette culture du doute, je suis très vite allé voir ce qui se passait ailleurs, ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait au Brésil, ce qui se passait au Maroc, ce qui se passait en Chine et en Italie, en Allemagne, et je me suis aperçu que l'information qu'on avait de là-bas était différente que celle qu'on recevait ici. Donc la question c'est pourquoi? Ça, je n'ai pas 100% de réponse. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle de la comparaison. Et j'ai ramené cette comparaison. Donc, j'ai interviewé des professeurs de médecine aux États-Unis, j'ai interviewé des Brésiliens qui ont eu cette expérience. Donc, le professeur Raoult, à Marseille, ou l'IHU, n'est pas isolé. En France, on a l'impression qu'il est isolé, c'est un petit village de Gaulois, mais on a l'impression qu'il y a plein de petits villages de Gaulois dans le monde. Et quand on va parler aux Américains, ils regardent le professeur Raoult comme étant une sommité et ce qu'il a fait comme étant bien. Et ils ont appliqué sa théorie et sa bithérapie et ça fonctionne. Xavier Azalbert, c'est clair, vos réponses sont claires. Quand on vous traite de complotiste, ça vous énerve. Pourquoi ça vous énerve? Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce mot complotiste? Je dirais pas que ça m'énerve. En fait, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, quand on veut clôturer un débat, on dit vous êtes complotiste. J'ai aussi le sentiment que quand mes enfants me disent papa c'est grave beau, on fait un détournement de l'usage d'un mot. Et donc je trouve que ce mot, qui est un mot grave, d'accord, il a des connotations qui sont gravissimes, puisque la notion du complot qui est derrière,
paraît vraiment importante. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si jamais je pensais qu'il y a un complot, où elles sont où les instructions judiciaires qui seraient en cours? Donc c'est un faux problème pour moi. C'est une manière de se rassurer pour éviter le débat. Et c'est contraire à ma philosophie, à la philosophie que je veux avoir chez François, qui est la liberté d'expression, l'ouverture d'esprit, se poser les questions et amener les réponses. Et c'est ce que viennent chercher les gens chez nous. Ils viennent poser les questions et petit à petit, on forme l'équipe qui va travailler pour trouver une réponse. D'accord. François, pour finir, vous voulez en faire quoi de cette marque? Écoutez, et vous allez jusqu'où? On va continuer à travailler. François, aujourd'hui, on fait comme tous nos concurrents. Déjà, on va essayer d'atteindre l'équilibre financier pour avoir cette autonomie qui est si importante. Et on va continuer dans la ligne éditoriale qu'on s'est donnée, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, l'analyse et la liberté d'expression avec un modèle hybride. On va continuer avec ce modèle. À côté de ça, on a développé, dans le cadre de la société, d'autres activités commerciales qui permettent justement d'asseoir, mais elles sont séparées, sont suffisamment séparées pour qu'on me le reproche aussi. Donc, vous savez, aujourd'hui, on me reproche tout. Donc, tant qu'à faire, j'accepte. Mais ceci dit, je pense qu'en continuant son petit bonhomme de chemin, et avec le travail, on y arrive. Et la plus grande satisfaction qu'on peut avoir, c'est que quand vous avez des journalistes de profession qui viennent vous voir et qui disent « Écoutez, j'aimerais écrire chez vous », c'est une petite victoire, somme toute qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est déjà un début. C'est une forme de reconnaissance par les pairs. Et la reconnaissance par les tiers, on l'a, puisqu'on est lecteurs, on les a. Il y a plusieurs millions de lecteurs qui viennent nous lire. Et ça ne veut pas dire qu'il y a 3 millions de complotistes ou 5 millions de complotistes. Ce que je sens, c'est que vous avez envie que tout le monde puisse s'exprimer aujourd'hui. Ce que je sens, c'est que vous sentez depuis des années qu'une partie de la population ne peut pas s'exprimer, qu'une partie d'une certaine élite intellectuelle ne peut pas s'exprimer. Vous voulez leur donner la parole à ces gens-là? Tout à fait. On veut leur donner la parole. Et on veut capitaliser sur le fait que ces individus et ces personnes et ces citoyens n'ont pas de conflit d'intérêt. Ces citoyens, la réalité, c'est que ce qui s'est passé dernièrement, on a vu beaucoup de médecins sur les plateaux de télévision, beaucoup d'individus qui donnent l'impression d'avoir un conflit d'intérêt et qui sèment le doute avant même d'établir un propos. Et ils peuvent être de grands professeurs, ça sème le doute. Donc là, en fait, quand on a des citoyens éclairés, qu'on a des docteurs en microbiologie ou en chimie qui se posent ces questions, eh bien, n'ayant pas de conflit d'intérêt, ils sont plus proches de la recherche de la vérité, parce qu'ils veulent comprendre. C'est tout. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Ils sont indépendants. Oui, alors vous vous plaignez aussi d'une censure éventuelle qui pourrait exister en France? Une censure de quoi et par qui et pourquoi? Alors, moi, personnellement, je ne m'en plains pas, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'éviter une complète censure. Mais ce sont les lecteurs qui se plaignent d'une censure qu'ils observent dans les autres médias, et le mot censure est utilisé de multiples fois. Je peux vous dire aussi que j'ai, parmi mes journalistes, des journalistes qui se plaignent de la censure eux-mêmes, puisqu'ils ne se sentent pas totalement libres dans certaines rédactions de pouvoir dire tout ce qu'ils veulent, et donc ils viennent se retrouver ici avec des gens qui ont envie d'avoir cette liberté d'expression. Donc la censure, aujourd'hui, on ne peut pas la nier. Il faut adresser le problème. C'est comme beaucoup d'autres problèmes dans la démocratie qu'on a aujourd'hui. La censure, c'est un réel problème, parce que l'information donne l'impression d'être sous influence. Le vaccin, en 2 mots, parce qu'on n'a pas très bien compris votre discours. Pour, contre? Le vaccin, de manière générale, c'est une des plus grandes avancées de la science. Donc ça a sauvé beaucoup de vies. Mais aujourd'hui, je ne vais peut-être pas vous répondre comme le Premier ministre en disant que je ne suis pas partie des 6 prioritaires, mais parce que je pense que ce n'est pas là ce que vous attendez comme réponse. Donc moi, je dirais, en l'état actuel de la science, non. Il est urgent d'attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'attendrai qu'il y ait un retour d'expérience scientifique avec des études, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons vu que des annonces à Wall Street qui correspondent à de la publicité. Il y a juste aujourd'hui l'étude de la FDA du vaccin Pfizer qui vient d'être publiée. Je pense que cette étude doit être regardée, doit être validée, avant qu'on puisse se prononcer avec un degré de certitude qui soit tel, de nature à me rassurer. Donc aujourd'hui, les Anglais se font vacciner. Depuis aujourd'hui même, il va y avoir 20 millions d'Anglais qui vont être vaccinés. On les envoie où, les 20 millions d'Anglais? Écoutez, moi je trouve qu'ils prennent une décision qui est prémature. Et l'état actuel de la science
ne me permet pas, en tout cas moi je ne suis pas médecin, mais parmi les médecins que je côtoie et ceux à qui je parle, ne permet pas de donner une certitude suffisante pour que moi personnellement, pour moi-même, j'en prenne ce choix. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour vous voir où vous en serez. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et puis merde, comme on dit. Merci beaucoup, mais on va en avoir besoin. Merci encore, au revoir.